We're back in open session, Madam President. Yes, thank you, Mr. Lychee. This is your opportunity to tell the public about your case, and indeed us. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames les juges, chers collègues, Mesdames, Messieurs les membres du public réunis dans la galerie et qui nous suivez par Internet, j'ai appris que la diffusion était rétablie, et de partout ailleurs dans le monde, et en particulier au Soudan. C'est avec la plus grande humilité que la défense se lève aujourd'hui pour entamer la présentation de sa preuve à décharge en faveur de M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman, également connu sous le nom Abu Nasser. Cette humilité, elle est avant tout due à la solennité et à la gravité de la circonstance. Nous sommes la première défense à parler au cours du premier procès en relation avec la première situation renvoyée par le Conseil de sécurité devant la Cour. Je veux parler de la situation au Darfour, Soudan. Et ceci alors que ce pauvre pays est à nouveau ravagé depuis le 15 avril 2023 par un conflit sanglant au cours duquel les mêmes crimes, les mêmes horreurs qu'en 2003-2004 continuent d'être perpétrés. Les poursuites intentées par la Cour à l'encontre de messieurs Bar Idriss Abou Garda, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, Abdallah Banda, Ahmad Haroun, Abdelrahim Mohamed Hussein, Saleh Mohamed Gerbo Jamous et mon client n'ont manifestement pas suffi à dissuader le général Abdel Fattah al-Burhan, le général Mohamed Hamdan Dagalo, aussi connu sous le nom de Hemeti, ainsi que leurs supporters respectifs, de faire ressombrer leur pays dans la frénésie sanglante d'il y a 20 ans. Les autorités soudanaises, décidément, n'apprennent rien. Quel malheur pour ce beau et grand pays, à l'histoire millénaire, qui pourrait à lui seul nourrir la totalité du continent africain si seulement on le laissait en paix. Quelle pitié pour son pauvre peuple, condamné à endurer les 1000 tourments de la guerre, encore et encore, après avoir entrevu pendant quelques mois, de 2019 à 2021, l'espoir fugace de la démocratie et de l'état de droit. Aucun peuple au monde
ne peut mériter cela. Le digne peuple soudanais, déjà si cruellement affligé par le passé, pas plus que les autres. Nous en avons vu plusieurs de ces représentants du digne peuple soudanais devant cette cour. Pas plus tard que ce matin encore. Je pense en premier lieu aux victimes qui ont comparu pour faire part à la cour de leurs vues et préoccupations. Le drame auquel ce digne peuple est à nouveau confronté en 2023 n'en est que plus tragique, et vous me permettrez de ne pas commencer ma plaidoirie sans adresser mes pensées et l'expression de ma plus profonde solidarité au peuple soudanais, ainsi qu'à tous les peuples meurtris du monde. Dans une toute autre région du monde, 3 membres de mon équipe, dont 2 sont ici présents, ont vu il y a quelques jours à peine leur pays sombrer à nouveau dans le chaos, le feu, le sang et la folie humaine. Ils s'inquiètent pour la sécurité de leurs familles et de leurs amis. Je n'exclus donc aucune victime, aucun peuple martyr, aucun membre de l'internationale des civils meurtris par la guerre de mes pensées. Cette cour a été créée dans l'espoir que la répression des horreurs de la guerre pourrait un jour contribuer à y mettre fin. Il faut avoir l'humilité de constater que ce vœu pieux reste à réaliser, alors que les mauvais génies de la folie guerrière continuent de faire tourner leur roue infernale et d'écraser les cohortes de leurs victimes, enfants, femmes, hommes, vieillards, au Soudan comme ailleurs. Je veux expliquer au peuple soudanais quel est le rôle de la défense ici. Je veux expliquer que mon client ne pourra être condamné que s'il est reconnu coupable, au-delà de tout doute raisonnable, et à l'issue d'un procès équitable, qui se sera déroulé dans le respect des droits que la défense est en charge de faire respecter. L'histoire est chargée de trop nombreux exemples dans lesquels les violations de ces droits, dans toutes les régions du monde et à toutes les époques, a produit des tragédies. Dans mon pays, au XIIIe siècle, un légat du pape galvanisait les croisés contre l'hérésie albigeoise d'un « tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Cette expression est demeurée célèbre et a été infiniment déclinée depuis. « Burn the witch », scandait-on à Salem au XVIIe siècle. « Haksa, Hamsa » est la variante soudanaise contemporaine de ce cri farouche que nous avons eu l'occasion de découvrir lors de ce procès. La présomption d'innocence et le droit à un procès équitable sont précisément ce qui a manqué en 2004 aux victimes des exécutions de Mukjar et de Deledge.
Le rôle de la défense est d'empêcher qu'on ajoute une nouvelle injustice à cette longue liste. Et surtout pas devant la Cour pénale internationale, qui a été créée pour incarner le modèle universel de justice dont ces appels à la condamnation sans procès et sans droit représentent l'exacte négation. Un homme se tient assis derrière moi dans cette salle. Jusqu'à la mention de son nom dans un mandat d'arrêt publié par la Cour en 2007, il était un parfait inconnu. Il n'est pas membre du gouvernement soudanais, ni de l'époque, ni évidemment d'aujourd'hui. Il n'est général d'aucun corps d'armée. Il n'est pas politicien. Il n'est pas chef de tribu. Il a passé plus de 20 ans de sa vie attaché au service sanitaire des forces armées soudanaises. Le service sanitaire est le service en charge de soigner les blessés et les malades. Il n'est pas en charge de combattre, il est encore moins en charge de mener des opérations militaires. Le plus haut grade que mon client ait occupé dans sa vie est celui d'adjudant. Le mot exact est moussaïd. À sa sortie de l'armée, au début des années 90, avec un certificat d'assistant médical en poche, il a ouvert une pharmacie sur le marché de Garcila, dans le Wadi Salé, au Darfour. Je m'interromps ici à propos de la pharmacie, surtout que le public ne s'imagine rien de grandiose. Je suis en train de parler de 4 murs et d'un toit de tôle ondulé, avec des étagères le long des murs à l'intérieur, où se trouvent les médicaments. Il y a une table à l'entrée, et tout cela se situe au milieu d'un marché, dans une petite ville du Darfour, dont personne, en dehors du Darfour, n'avait jamais entendu parler jusqu'à cette affaire. Cet homme est accusé de crimes commis il y a 20 ans. Selon le dossier du bureau du procureur, le 15 août 2003, les villages de Kodoum et Bindisi ont été attaqués au cours d'une opération conjointe menée par les forces armées soudanaises et des milices arabes, qui sont souvent désignées sous un nom mystérieux, les Janjaouid ou Diables à cheval. Toujours selon le dossier du bureau du procureur, entre février et mars 2004, des hommes de la tribu Four ont été arrêtés, détenus, maltraités et certains exécutés dans les localités de Moukjar et d'Eledj. Alors, quel lien peut-il y avoir entre, d'une part, les événements de Kodoum, Bindisi, Moukjar, d'Eledj, et d'autre part, le pharmacien de Garcila?
le dossier du procureur tente d'en démontrer un, et on peut saluer la performance. Un pharmacien n'est normalement pas la première personne, le premier suspect qui viennent à l'esprit lorsqu'on pense à des événements de la nature de ceux décrits dans les charges. Le bureau du procureur aurait pu choisir une démonstration beaucoup plus facile, en choisissant un suspect dont l'autorité, de jure ou de facto, sur les protagonistes des actes visés, aurait été évidente. Ça aurait pu être un membre du gouvernement ou un officier militaire, par exemple. Au lieu de cela, il a choisi d'accuser un anonyme pharmacien. C'est la première énigme à laquelle la défense a dû s'atteler. Et ça n'a pas été la dernière de ces difficultés. Je commencerai donc par faire état des difficultés majeures que la défense a rencontrées dans la conduite de ces enquêtes, la préparation et la présentation de sa preuve, avant que mon confrère Yann Edwards et moi-même exposions la substance de cette preuve. Dans le récit que fait le bureau du procureur des événements de 2003 et 2004 à Kodum, Bedizi, Moukjar et Delej, le rôle des différents protagonistes est parfaitement décrit. Nous avons en premier lieu Omar al-Bashir, président dictateur du Soudan de l'époque, qui appelle à la mobilisation des milices arabes pour écraser la rébellion en cours au Darfour. Nous avons un certain Ahmad Haroun, secrétaire d'État à l'intérieur, qui est en déplacement depuis Khartoum pour relayer les ordres du président al-Bashir. Nous avons les commissaires locaux, Jafar Abdelhakam et Abdullah Torshein, en charge de représenter le gouvernement dans le Wadi Saleh et à Moukjar. Nous avons, côté militaire, le major Mohamed Moussa Adam Katir Bakit, commandant du bataillon de la 96e brigade, basé à Garcila. Le colonel Abdullah Imeidan, commandant des Central Reserve Forces al-Ittiyati al-Markazi, basé à Moukjar. Nous avons le coordinateur des milices paramilitaires, Popular Defense Forces, al-Difa al-Shabi, de Garcila, un certain Abdelrahman Daoud Amouda, aussi connu sous le nom de Assaballah. Et nous avons enfin l'officier du renseignement militaire en poste à Garcila, le lieutenant Hamdi Sharafeldin. Le rôle de ces différents protagonistes, il est décrit dans le mémoire du bureau du procureur. Le mémoire décrit la façon dont un appel du gouvernement d'Omar al-Bashir à la contre-insurrection, qui est officiellement destiné à lutter contre la rébellion du Sudan Liberation Movement, SLMA, et du Justice and Equality Movement, JEM, a permis l'organisation d'opérations militaires conjointes des forces armées soudanaises et des milices arabes. Ces milices arabes sont composées des Popular Defense Forces, des Popular Police Forces, Al-Shulta al-Shabia, et des Border Guards. Et les opérations sont dirigées
à l'encontre des localités Four en août 2003, notamment Kodum et Bindisi. Et elle consiste en l'arrestation, la détention, puis l'exécution d'hommes suspectés de faire partie de la rébellion à Moukjar et Deledj en février et mars 2004. Les protagonistes dont j'ai fait la liste représentent chacune des composantes de cette opération. Le gouvernement, d'abord, Omar al-Bashir, Ahmad Haroun, Jafar Abdelhakam, Abdullah Torshein. Les forces armées, Major Katir Bakit, Lieutenant Hamdi Sharafeldin, et les milices, à Sabala. Rien ne manque. Et pourtant, le bureau du procureur ajoute à ses protagonistes un dernier homme, Ali Kushaib, affublé du titre mystérieux de Agid al-Ogada. Cet Ali Kushaib n'est ni un représentant du gouvernement, ni un officier des forces armées. Il n'est jamais prétendu par le bureau du procureur qu'il a été membre des Popular Defense Forces, des Popular Police Forces ou des Border Guard. Et pourtant, cet illustre inconnu est décrit par le bureau du procureur comme le chef d'orchestre, le grand ordonnateur de tout ce monde. Selon le bureau du procureur, il aurait été en charge de diriger et commander toutes les opérations. Il traitait directement avec les plus hauts membres du gouvernement. Il avait autorité pour donner des ordres ou influencer les officiers des différents groupes armés. Il aurait recruté et pris le commandement de milliers de miliciens et leur aurait distribué libéralement armes, équipements et argent. Et qui est cet éminent chef militaire, cet omnipotent leader des Janjaouides, selon le bureau du procureur? Nul autre que M. Abdelrahman, pharmacien à Garcila de son État. Si au lieu de pharmacien, M. Abdelrahman avait été tailleur, le dossier du procureur ne serait rien d'autre que la variante soudanaise d'un célèbre conte des frères Grimm. Comment le bureau du procureur en est-il venu à ajouter cet anonyme à la liste, pourtant fort claire et persuasive, des protagonistes des événements de 2003-2004? D'où l'a-t-il sorti? Pourquoi lui et aucun de ceux que j'ai précédemment mentionnés, dont le rôle de jure ou de facto dans les événements était clairement établi par l'organisation administrative et militaire en vigueur à l'époque? Pourquoi le bureau du procureur s'est-il embarrassé de devoir démontrer la signification de ce mot mystérieux, Agid al-Ogada, au lieu de se référer aux titres et fonctions clairement établis et définis de secrétaire d'État, de commissaire, de major, de colonel, de lieutenant ou de coordinateur? Pourquoi le bureau du procureur a-t-il décidé d'aller pêcher dans ces eaux troubles alors qu'il avait sous son nez de gros poissons qui barbotaient dans des eaux claires? Cette question, la défense n'a eu de cesse de se la poser depuis le commencement de l'affaire et tout au long du procès.
Et nous avions la réponse en réalité. Mais elle était cachée dans un des milliers de documents reçus au cours de la divulgation de la preuve par le bureau du procureur, sans aucun signalement quant à son importance. Et son importance, je le dis en toute humilité, nous avait échappé. Mais un autre document, divulgué par le bureau du procureur le 5 octobre 2023, cela fait tout juste 2 semaines, nous a enfin éclairé sur l'importance de ce document. Le document divulgué le 5 octobre 2023 est une lettre du procureur de la Cour de l'époque, Luis Moreno Ocampo, en date du 6 novembre 2006. Elle porte la cote d'AR OTP 4x0 55 78. Dans cette lettre, le procureur demande aux autorités soudanaises de lui donner des noms de personnes sous enquête pour des crimes commis au Darfour. Le but de cette demande, c'est de s'assurer que ses propres enquêtes ne se heurtent pas au principe de complémentarité. La réponse des Soudanais, nous l'avions déjà. C'est une lettre en date du 9 décembre 2006. Elle porte la cote d'AR OTP 0123 3x02. Les autorités, dans cette lettre, transmettent au procureur une liste de 14 individus. Un seul des noms que j'ai mentionnés plus tôt y figure. C'est le moins haut gradé de tous ceux que j'ai mentionnés précédemment. Il est écrit Hamdi Sharafeldin, entre parenthèses, an officer of the armed forces. C'est l'officier du renseignement militaire de Garcila. Les 13 autres noms sont de parfaits inconnus. Parmi eux, un certain Ali, Mohamed, Ali, Abdul, Rahman, also known as Ali Koshein, sans mention de sa fonction, sans mention de son titre ou de son éventuelle appartenance à une quelconque faction militaire ou paramilitaire, sans mention non plus de sa date de naissance ou de son lieu de naissance, sans mention de son lieu de résidence, sans mention de sa profession. La personne visée dans la lettre du 9 décembre 2006, sous le nom Ali Mohamed Ali Abdul Rahman, also known as Ali Koshein, est un parfait anonyme. C'est sa première apparition au dossier de l'affaire. Un pharmacien à Garcila n'aurait pas été plus connu. Et c'est là sans doute l'une des coïncidences sur lesquelles les fins limiers du bureau du procureur pourront s'appuyer pour démontrer son identité avec mon client, puisqu'ils sont tous les deux également inconnus. Il s'agit donc de la même personne. Ce sont donc les autorités soudanaises qui jettent en pâture son nom au bureau du procureur en tant que personne soupçonnée de crimes commis au Darfour. Mais la lettre du 9 décembre 2006 ne fait aucune mention ni du président al-Bashir,
ni du ministre de la Défense, Hussein, ni du secrétaire d'État à l'Intérieur, Ahmad Haroun. Les autorités soudanaises ne nourrissent le procureur de la Cour que de très menus frettins ou de parfaits inconnus et protègent leurs hauts dignitaires qui portent pourtant la responsabilité principale pour les événements du Darfour. Alors, afin de détourner, au moins momentanément, l'attention du procureur de la Cour, de ses principaux responsables, les autorités soudanaises désignent donc comme principal accusé des crimes au Darfour le pharmacien de Garcila, désigné sous un alias qui ne lui appartient pas, histoire d'ajouter encore un peu à la confusion. D'aucuns au bureau du procureur auraient pu s'émouvoir de cette bizarrerie. Mais après tout, nous sommes en 2006. La stratégie du bureau du procureur de l'époque consiste à intenter des poursuites à l'encontre de petits poissons, dans le but d'obtenir des résultats faciles, rapides, à l'issue de procès qui ne devraient pas prendre longtemps, et ceci afin que la nouvelle Cour pénale internationale fasse rapidement ses preuves, les preuves de son efficacité. On se souvient que c'est la justification de Luis Moreno Ocampo pour la mise en accusation de Thomas Lubanga Diallo, précisément en 2006. Et on a vu depuis le résultat en termes de facilité de la condamnation et de célérité de la procédure. Ce parfait anonyme, affublé du surnom Ali Koshein ou Ali Kouchaïb, qui s'en soucie, est donc une aubaine pour la poursuite de la stratégie du bureau du procureur, en parallèle des vrais défis que seront les ministres Ahmad Haroun et Mohamed Hussein, et évidemment le président al-Bashir. Et tant pis pour la logique d'accuser un simple pharmacien d'être soudainement devenu un omnipotent chef de guerre. Dieu est grand. Transformer un simple pharmacien en chef de guerre est un miracle à sa portée. Il y a pourtant une certaine logique pour les autorités soudanaises à accuser le pharmacien de Garcila. Cette stratégie, elle a pour premier avantage, évidemment, de tenter de détourner l'attention du procureur des principaux responsables. Et on comprend également la logique des Soudanais, des autorités soudanaises, dans l'étymologie du mot pharmacien. Pharmacien vient du grec pharmakos. Le pharmakos, avant d'être le vendeur de médicaments que nous connaissons aujourd'hui, désignait celui qu'on immole en expiation des fautes d'un autre. C'est la traduction en grec de la tradition hébraïque du bouc pour Azazel, devenu dans le langage moderne bouc émissaire. Cette tradition hébraïque trouve son origine dans le Lévitique, chapitre 16, versets 21 à 22, que je vais me permettre ici de lire afin d'éclairer la Chambre et le public sur la parfaite logique des autorités soudanaises
lorsqu'ils accusent M. Abdelrahman. Aaron, que l'on prononcera ici Haroun, posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. On dira ici des autorités soudanaises. Et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Nous l'appellerons Luis Moreno Ocampo. Et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée que l'on nommera les Pays-Bas. Comme vous le voyez, accuser le pharmacien de Garcila de toutes les iniquités des autorités soudanaises faisait parfaitement sens. Suivez cette belle logique, mesdames les juges, et vous condamnerez assurément M. Abdelrahman. Alors évidemment, lorsque, contre cette belle logique, le bouc, au lieu de se laisser placidement sacrifier, se rebelle, lorsqu'il se livre volontairement à la cour pour y trouver, je cite les propres mots de M. Abdelrahman lors de sa comparution initiale, la justice, et lorsqu'il ose mener des enquêtes afin de prouver son innocence et de démontrer ainsi que les autorités soudanaises n'ont fait que se payer la tête du procureur Luis Moreno Ocampo et de ses équipes, en tentant de détourner l'attention des réels responsables des crimes au Darfour, cela va à l'encontre des plus anciennes traditions du livre. C'est tout simplement intolérable. Et cela n'a pas été toléré par les autorités soudanaises. La défense n'a reçu des autorités soudanaises aucune coopération dans ces enquêtes. Aucune réponse à ces demandes d'assistance judiciaire. Ces demandes avaient pour objet la transmission de documents essentiels tels que ceux relatifs à l'état civil, le dossier militaire ou encore le casier judiciaire de M. Abdelrahman. Depuis sa désignation en juin 2020, et malgré des demandes constantes, la défense n'a reçu qu'un seul visa, d'une validité de 30 jours, pour se rendre au Soudan. Évidemment, nous nous sommes précipités pour nous y rendre en juin 2022. Nous n'avons été autorisés qu'à nous rendre à Khartoum uniquement, c'est-à-dire loin, très loin du Darfour, où devaient nécessairement se dérouler nos enquêtes. Alors, la défense s'est naturellement plainte auprès de la Cour de cette situation et de l'absence de réponse à ses demandes de transmission de documents et de son absence de visa. La première requête sur ce sujet date, elle est bien lointaine, du 20 janvier 2021. C'était devant la chambre préliminaire. La requête porte le numéro 263 et elle a une version publique. Elle a été rejetée comme infondée, sans autorisation d'appel.
Et ça n'était que la première. Pendant des mois, toutes les requêtes, écrites comme orales, aux fins de constater la non-coopération du Soudan avec la seule défense, ont été systématiquement rejetées par la Chambre et les demandes d'autorisation d'appel refusées. La Chambre demandait bien au Soudan de se justifier, lui accordant des délais, toujours davantage de délais, pendant que le temps passait et que la défense, elle, restait bloquée dans ses enquêtes. Même lorsque la Chambre s'engageait à prendre des décisions une fois les observations du Soudan reçues, c'est au paragraphe 14 de la décision 695 du 24 mai 2022, qui a une version publique, la Chambre renonçait finalement à le faire sans en informer la défense, ce qui nous obligeait des mois plus tard à formuler encore une nouvelle requête aux mêmes fins. À force d'insistance de la défense, les autorités soudanaises ont toutefois été acculées à coopérer. Allait-elle enfin transmettre les documents indispensables à la défense de M. Abdelrahman, qui pourraient prouver sa parfaite innocence et prouver par là même qu'elle s'était moquée du procureur Luis Moreno Ocampo et de ses équipes en les mettant sur une fausse piste. Non, évidemment, car si elle le faisait, cela menacerait l'impunité des autorités qui portent la vraie responsabilité pour les crimes qui sont reprochés à M. Abdelrahman. Pas question de prendre un tel risque. Alors, les autorités soudanaises ont choisi l'escalade. L'escalade, elle a consisté en une communication en date du 12 janvier 2023. En préparation de ma plaidoirie d'aujourd'hui, j'ai demandé l'autorisation de révéler publiquement le contenu de cette communication. C'est l'écriture 1029 du 6 octobre 2023 qui a une version publique expurgée. Le bureau du procureur s'y est opposé par son écriture 1031. Sa crainte était que rendre cette communication des autorités soudanaises publique pourrait avoir des conséquences néfastes sur ses enquêtes en cours dans d'autres affaires soudanaises. Ce sont les paragraphes 10 et 12 qui sont publics dans la version expurgée de ces écritures 1031. En quoi le droit de M. Abdelrahman à ce que sa cause soit entendue publiquement peut-il être conditionné par les espoirs d'enquête du bureau du procureur dans d'autres affaires? Aurait-il fallu demander l'avis des autorités soudanaises? Lesquelles d'ailleurs? Monsieur Al-Burhan ou bien Monsieur Hemeti? Your Honor, I'm very sorry to stand up, but he is getting so close to the line. I won't say more in public session. It's absolutely irrelevant to anything, and we can go into private session if we want to discuss this, but I have to stand up the way this is going. I was beginning to wonder, Mr. Lightshare, about this. Unfortunately, I didn't read far enough ahead to see what you proposed to say. I don't really think this is what is a complaint effectively, one which you've repeated, is really telling the public about what your case is.
and you are beginning to tread a very fine line, as Mr. Nichols says. I mean, if you want to argue it, then I think we'll go into private session. Cela ne sera pas nécessaire, Madame la Présidente. Mes deux yeux sont braqués sur la ligne et elle ne sera pas franchie. Dans l'exercice du droit de M. Abdelrahman à ce que sa cause soit entendue publiquement. Well, just a moment. Yes, but just a moment. Are you proposing, you're on page 12 of your opening, as far as I can see. Yes. Are you proposing to finish the paragraph, the long first paragraph on that page? That's my intention, Your Honor. Mr. Nichols, were you provided with a copy of what he was going to say? No, Your Honor. All right, I'm sorry, Mr. Leitch, I think we will have to go in. I'm sorry to interrupt you, but we will go briefly into private session.
We're back in open session, Madam President. Yeah, thank you. Yes. La conséquence de la communication du 12 janvier 2023 des autorités soudanaises a donc été que la défense n'a pas obtenu les documents qu'elle demandait et a dû définitivement renoncer à se rendre au Soudan, où, suite à cette communication, elle aurait risqué d'être arrêtée ou enlevée. Je rappelle au passage, c'est une parenthèse, que le précédent greffier de la Cour a estimé ne pas être lié par le moindre devoir de sollicitude, duty of care in English, à l'égard des membres de la défense dans une lettre du 22 mars 2022 enregistrée au dossier sous le numéro 643, annexe B, et qui est publique. J'invite tous ceux qui se préoccupent des droits et des conditions de travail des conseils et de leurs équipes devant la Cour à s'y référer. Cette absence de devoir de sollicitude implique que, contrairement aux fonctionnaires de la Cour arrêtés en Libye en 2012, contrairement aux fonctionnaires du bureau du procureur, les membres de la défense, qui ont l'obligation de contracter une assurance personnelle pour chacune de leurs missions, ne pourraient compter sur aucun secours de la Cour en cas d'arrestation ou de disparition au Soudan. Dans ces conditions, il va de soi que l'escalade du 12 janvier 2023 a sonné le glas de toute velléité de déploiement des membres de la défense au Soudan et a contraint la défense à rechercher d'autres solutions pour mener ses enquêtes, les compliquant d'autant. C'est encore un aspect du principe, un autre aspect, de la violation du principe d'égalité des armes qui n'a pas su attirer l'intervention de la Chambre afin de la corriger. L'escalade du 12 janvier 2023, aussi intolérable, attentatoire aux droits fondamentaux de la défense et injustifiée soit-elle, a pourtant permis au Soudan de bénéficier encore d'un nouveau délai pour s'en justifier. C'est la décision 853 du 20 janvier 2023. Et la défense s'est vue demander de raccourcir la liste des documents qu'elle demandait au Soudan. C'est la décision 857 du 27 janvier 2023. Je rappelle pourtant qu'à deux reprises au moins, au paragraphe 13 de la décision 695 du 24 mai 2022 et au paragraphe 18 de la décision 806 du 4 novembre 2022, la Chambre avait pourtant constaté que l'obtention des documents demandés par la défense était essentielle au respect des principes d'équité du procès et d'égalité des armes. Mais en réponse à l'escalade du Soudan du 12 janvier 2023 contre le droit de M. Abdelrahman de préparer sa défense, le choix qui a été fait a été de renoncer à ces principes en optant pour l'apaisement avec le Soudan. Comme nous l'enseigne l'histoire, la stratégie d'apaisement était naturellement vouée à l'échec.
Et c'est très exactement le résultat qu'elle a obtenu. La décision 853 a été purement et simplement ignorée par le Soudan. Les demandes réduites de la défense n'ont reçu aucune réponse et le Soudan n'a même pas daigné se présenter à la convocation à l'audience du 19 avril 2023. Et que s'est-il passé ensuite? Votre Chambre a constaté du bout des lèvres la non-coopération du Soudan, mais a refusé d'actionner le seul mécanisme prévu par le statut de la Cour pour tenter de forcer sa coopération. Je veux parler de la saisine du Conseil de sécurité. Le recours à ce mécanisme était demandé par la défense. La décision 913 du 31 mars 2023, dont la version publique a été enregistrée le 31 mai 2023, l'a refusé. Le refus d'actionner ce mécanisme prive la défense de l'unique solution prévue par les textes de la Cour afin d'obtenir la coopération du Soudan, notamment l'octroi de visas pour aller enquêter sur son territoire et les documents essentiels demandés depuis novembre 2020. La Chambre n'est décidément pas curieuse. Elle avait reconnu le caractère essentiel de ces documents et renonce aussi facilement à les voir. J'illustrerai pourtant le caractère essentiel de certains des documents demandés. Premièrement, la défense a demandé la communication des documents relatifs à l'état civil de M. Abdelrahman. Non seulement ces documents étaient essentiels pour la vérification du surnom Ali Kouchaïb, sous lequel il est accusé, mais ils étaient également réclamés par la Cour pour les besoins de l'évaluation de son indigence et de son éligibilité à l'assistance judiciaire aux frais de la Cour. Le bureau du procureur a relayé ces demandes. Rien n'a été obtenu en retour. Votre délibération devra donc se passer de ces documents essentiels à la vérification de l'alias. Deuxièmement, la défense a demandé la communication du dossier militaire de M. Abdelrahman, qui est susceptible de contenir la preuve de son alibi partiel pour les événements de février et mars 2004, à Moukjar et Deledj. Ce document lui a été refusé par les autorités soudanaises. Le bureau du procureur a aussi relayé la demande de la défense et ne l'a pas obtenue non plus. Votre délibération devra donc également se passer de ce document essentiel à la vérification de la présence de M. Abdelrahman à Moukjar et Deledj en février et mars 2004. Troisièmement, la défense a aussi demandé la communication du casier judiciaire de M. Abdelrahman. C'est un peu le b.a.-ba en matière d'enquête pénale. Ce document était lui aussi essentiel dans la mesure où les autorités soudanaises prétendent qu'il a été poursuivi en 2006 en relation avec les événements au Darfour. Cette procédure devrait figurer dans son casier judiciaire. La demande était donc légitime. L'obtention de ce document était essentielle. Dans n'importe quel pays, le casier judiciaire d'une personne poursuivie est le premier document qui est versé au dossier. Le bureau du procureur ne l'avait jamais demandé et n'a fait que relayer
encore une fois la demande de la défense, demeurée sans réponse. Là non plus, rien n'a été obtenu en retour et votre délibération devra aussi se passer de ce document essentiel à la vérification de l'identité de M. Abdelrahman, avec l'alias Ali Kouchaïb. Et enfin, quatrièmement, la défense a demandé la communication de documents publics, tels que les règles d'engagement en vigueur au sein des forces armées soudanaises. La défense s'est d'ailleurs émue du fait que le bureau du procureur n'avait jamais pensé à demander avant elle la communication de ce document essentiel et n'en a formulé pour la première fois la demande qu'au titre de relais de la demande de la défense. Est-ce vraiment ainsi que l'on conduit des enquêtes sur des allégations de crimes commis au cours d'opérations militaires, sans même penser à demander un document aussi essentiel que les règles d'engagement en vigueur au sein des forces armées? N'importe quel autre tribunal pourrait exiger de les obtenir. Ne pas les avoir demandés n'est pas très sérieux, permettez-moi de l'observer. Mais enfin, il n'est jamais trop tard pour finalement bien faire. Le bureau du procureur a relayé la demande de la Chambre, la demande de la défense, et n'a rien obtenu, lui non plus, en termes de règles d'engagement. Votre délibération devra encore se passer de ce document essentiel afin de comprendre la conduite des opérations militaires visées dans les charges. Votre Chambre a constaté le caractère essentiel de ces documents, mais n'a pas mis en œuvre le moyen prévu par le statut de la Cour afin de les obtenir, manquant ainsi à son obligation de préserver l'équité du procès en vertu de l'article 64.2 du statut. Face au considérable doute que l'absence de tous ces documents maintient sur le fond des questions sur lesquelles vous serez appelés à délibérer, comment votre Chambre appliquera-t-elle le principe in dubio pro reo de l'article 66, paragraphe 3 du statut? Ce principe sera-t-il encore une fois affirmé sans qu'on lui donne corps, comme ça a été le cas déjà des principes d'équité de la procédure et d'égalité des armes dans les décisions 695 et 806 que j'ai déjà citées? L'impossibilité d'obtenir les documents essentiels demandés par la défense a été favorisée par le refus de faire dans un délai utile ce que votre Chambre pouvait et devait faire afin de préserver l'équité de la procédure. En vertu de l'article 66, paragraphe 3 du statut, l'absence de ces documents ne pourra résulter qu'en l'acquittement de M. Abdelrahman de toutes les charges à son encontre. Et ayant un œil sur l'heure, Madame la Présidente, je propose de m'arrêter là pour cet après-midi. Yes, well, I was about to stop this diatribe at this stage as well, Mr. Lauchi. Yeah, we will go into private session, please.